Description d'un témoin oculaire de la chute de débris dans et autour de la maison de l'homme. Beaucoup de gens se sont précipités dehors lorsqu'ils ont entendu cette explosion inhabituelle ce matin, lorsque la navette spatiale Columbia s'est désintégrée, juste au moment où elle rentrait pour un atterrissage, juste après 9 heures le 1er février 2003. 7 astronautes ont brûlé vifs en entrant dans l'atmosphère terrestre. La NASA avait constaté les dommages 16 jours plus tôt, mais ne l'a dit à personne. Les ingénieurs ont imploré qu'on prenne des photos satellites pour vérifier Morlel, mais la NASA n'a pas essayé. Certains responsables ont même débattu de la question de savoir si l'équipage devait savoir qu'il risquait de mourir. Ce n'était pas un accident, c'était un choix. Et le pire, c'est que la NASA avait déjà constaté ce problème sur 82% des vols de navettes avant Columbia. Aujourd'hui, nous révélons ce qui s'est réellement passé dans ces derniers instants. Le 5 janvier 1972, Richard Nixon s'est assis pendant seulement 45 minutes avec le patron de la NASA, James Fletcher. Cette courte réunion a changé l'espace pour toujours. La NASA a demandé 15 milliards de dollars pour construire quelque chose de nouveau, un avion spatial capable d'aller dans l'espace et de revenir sans cesse. Mais l'équipe budgétaire de Nixon a dit non. Ils n'ont approuvé que 15 milliards. Cette décision a réduit de 66% le plan et a forcé la NASA à renoncer à son rêve de construire une navette entièrement réutilisable. Ils ont dû opter pour une version moins chère qui utilisait des pièces jetables comme l'énorme réservoir orange et 2 propulseurs d'appoint à propergol solide qui se détacheraient après le lancement. La NASA a dit à Nixon que cette navette réduirait considérablement les coûts, passant de 3 milliards de dollars par mission Apollo à seulement 1000 dollars par livre de fret. Tout le monde espérait que cela deviendrait comme une compagnie aérienne vers l'espace. Mais même à l'intérieur de la Maison-Blanche, les gens savaient tranquillement que ces chiffres étaient trop beaux pour être vrais. Puis vint la vraie lutte. En 1971 et 1972, la NASA s'est retrouvée coincée entre 2 modèles de propulseurs. L'un utilisait du carburant liquide à haute pression et coûterait 7 milliards de dollars à construire, mais seulement 100 dollars par livre pour lancer des choses. Les autres propulseurs d'appoint à propergol solide étaient moins chers à construire, 5,5 milliards de dollars, mais beaucoup plus chers à exploiter à raison de 106 dollars par livre. La NASA a choisi l'option la moins chère pour économiser 1,5 milliard de dollars tout de suite à Slutzeit. Cette décision a fini par jouer un rôle dans l'une des pires catastrophes de l'histoire spatiale. Même après cela, les coûts ont explosé. En 1982, le développement avait dépassé 10,6 milliards de dollars. Si l'on tient compte de l'inflation, la NASA a en fait dépensé environ 49 milliards de dollars pour construire la navette. L'orbiteur lui-même a coûté 6,25 milliards de dollars. La construction des propulseurs d'appoint à propergol solide, censés être réutilisables, a coûté 542 millions de dollars supplémentaires, même si la NASA avait promis qu'ils seraient utilisés des centaines de fois. La première navette, Columbia, a commencé à prendre forme en 1975 à Palmdale, en Californie. Rockwell International a transformé cette ville désertique tranquille en un centre de haute technologie. Columbia est arrivée au Kennedy Space Center en mars 1969. Recouverte de 32 000 minuscules tuiles résistantes à la chaleur, chacune était différente. Chacune d'entre elles devait être façonnée et placée à la main. Elles étaient faites de silice spécial qui pouvait s'effriter dans votre main mais survivre à la chaleur torride de la rentrée, jusqu'à 3000 degrés F. Columbia avait même des panneaux faits de matériaux secrets, si avancés qu'ils sont restés classifiés. Une fois y terminée, elle était lourde, de 200 tonnes de plus que le prochain orbiteur, Challenger. Avant que Columbia ne puisse voler dans l'espace, la NASA avait besoin de preuves que la navette pouvait réellement planer et atterrir. Ainsi, en 1967, ils ont effectué un essai sauvage en utilisant une autre navette, Enterprise.
Le 12 août, 65 000 personnes se sont rassemblées à la base aérienne d'Edwards pour la voir. Les astronautes Fred Hayes et Gordon Fullerton ont piloté Enterprise attaché au sommet d'un jet 747. À 26 000 pieds, ils se sont détachés et ont plané jusqu'au sol. Cela semblait facile, mais ce ne l'était pas. Lors du dernier essai de largage, le 26 octobre, la navette a heurté la piste durement et a rebondi. Les vibrations ont révélé de graves défauts dans la façon dont les ailes se comportaient dans l'air. Il devait étos corriger cela, sinon la prochaine navette pourrait s'écraser. L'étos, les 3 premiers essais, utilisaient un cône de queue pour réduire la traînée. Mais les 2 derniers n'en utilisaient pas. Cela a rendu la navette plus difficile à contrôler. Pourtant, l'essai a prouvé une chose. Les navettes pouvaient rentrer chez elles en planant à peine. La NASA a promis que la navette volerait souvent, 60 fois par an d'ici 1985. Cela signifiait que chaque orbiteur devait voler 15 fois par an comme un avion. Mais cela ne s'est jamais produit. Même l'objectif réduit de 24 lumières d'ici 1990 a échoué. En 1945, ils n'ont réussi que 9 lancements, et même cela a poussé le système à ses limites. Les navettes vieillissaient rapidement. Il n'y avait pas assez de pièces. Les techniciens étaient pressés. Les contrôles de sécurité étaient ignorés. La NASA croyait toujours que chaque navette pouvait voler 100 fois. Mais la vérité était loin de là. Cette pression a contribué à créer la catastrophe qui a suivi. Columbia a finalement été lancée le 12 avril 1951. Les astronautes John Young et Robert Crippen ont passé 2 jours en orbite. Cela a semblé être un succès jusqu'à ce qu'ils atterrissent. Les ingénieurs ont constaté que 16 tuiles thermiques avaient disparu et que 148 autres étaient endommagées. Un trou mesurait 8 pouces de large. Cela s'est produit à cause de vibrations sonores extrêmes pendant le lancement. Du gaz chaud s'est même infiltré par un espace et a plié la porte du train d'atterrissage. S'ils l'avaient su pendant le vol, ils auraient pu s'éjecter et laisser Columbia s'écraser. La NASA a déclaré plus tard que la probabilité d'un accident mortel lors de ce premier vol était de 1 sur 9. La norme actuelle en matière de sécurité de l'équipage est plus proche de 1 sur 270. Puis, le 28 janvier 1946, Challenger a décollé et a explosé seulement 73 secondes plus tard. 7 astronautes ont été tués. Un joint torique en caoutchouc dans le propulseur d'appoint droit a cédé dans le froid, provoquant une fuite qui a déchiré la navette. Tout le programme a été interrompu pendant 32 mois. Il a fallu 2,1 milliard de dollars pour reconcevoir les joints du propulseur. La NASA avait prévu de lancer 24 fois par an, mais après Challenger, ce nombre est tombé à seulement 8. Au cours de l'enquête, le physicien Richard Feynman a stupéfié tout le monde en montrant comment les joints toriques gelaient en utilisant simplement une pince et un verre d'eau glacée. La NASA savait que ces joints étaient risqués, mais a quand même volé. Juste 1 mois avant le lancement, ils ont même retiré le problème de leur liste de dangers. Après Challenger, la NASA a promis des changements. Ils ont ajouté des systèmes de sécurité et de nouvelles lignes de communication, mais de nombreux anciens problèmes sont restés. En 1988, la NASA a constaté que des fissures se formaient dans l'isolation en mousse du grand réservoir externe, même avant le décollage. La mousse n'arrêtait pas de tomber. Les ingénieurs ont commencé à considérer les dommages causés par la mousse comme normaux. Ils ont même intégré le remplacement régulier des tuiles dans le budget. Tout le monde s'y est habitué. En 2003, juste après la désintégration de Columbia, les responsables de la navette ont continué à dire que la mousse n'était probablement pas à blâmer. Cet état d'esprit était devenu une habitude et il a coûté des vies une fois de plus. Columbia a effectué 28 missions jusqu'en 2003. L'un de ses vols les plus célèbres a été STS-93 en 1999, lorsqu'elle a transporté l'observatoire de rayons X Chandra dans l'espace. Cette charge utile pesait 22,53 kg, la charge la plus lourde jamais transportée par une navette. Mais à ce moment-là, Columbia vieillissait.
Elle avait été construite avec des pièces des années 1970. Les câbles étaient fragiles. Le système hydraulique était usé. Les structures métalliques présentaient de minuscules fractures dues à toute la chaleur et au froid au fil des ans. Les ingénieurs savaient que Columbia avait besoin de plus de soins. Mais les pièces étaient rares et les entrepreneurs prenaient leur retraite. La maintenir en état de vol devenait presque impossible. Dans les années 1990, le budget de la NASA pour les navettes a perdu 40%, 40% de son pouvoir d'achat. En même temps, les navettes vieillissantes avaient besoin de plus d'entretien, mais l'argent a été transféré à la station spatiale à la place. Ils ont reporté 1,7 milliard de dollars d'amélioration de la sécurité. Le personnel a été réduit de 40%. Moins de travailleurs devaient faire plus. Beaucoup approchaient de la retraite et les jeunes remplaçants n'arrivaient pas. Les inspections de sécurité ont été confiées à des entrepreneurs extérieurs. Le stress s'est accumulé. Certains travailleurs ont sauté leurs vacances. La formation a été réduite et les fissures, à la fois dans le métal et dans le système, se sont aggravées. Des impacts de mousse se produisaient depuis des années. Sur STS-7 en 1943, un morceau de mousse est tombé mais n'a pas causé de dommages. Les ingénieurs ont donné un nom au problème, la perte de mousse, et l'ont accepté comme une routine. Au moment où Columbia a effectué sa dernière mission en 2003, de la mousse était tombée sur plus de 80% des missions avec des images de caméra. Sur 7 vols sur 72, de la mousse s'est détachée de la rampe bipied, l'endroit exact où elle frapperait Columbia. La NASA n'a pas fait suffisamment d'analyse des tendances. Certains vols n'avaient même pas d'images appropriées pour vérifier. Le problème est resté caché à la vue de tous. Juste avant le dernier vol de Columbia, STS-12 a été lancé en octobre 2002. Pendant ce lancement, un gros morceau de mousse a frappé l'anneau du propulseur d'appoint à propergol solide, laissant une bosse de 4 pouces de large et 3 pouces de profondeur. La NASA a noté l'impact, mais ne l'a pas traité comme un problème grave. La date limite pour étudier le problème a été reportée après la mission suivante, puis après celle de Columbia. Aucune correction n'a été apportée. Ce retard s'est transformé en tragédie. Les effectifs de la NASA diminuaient depuis des années. De 1995 à 1999, le personnel des navettes est passé de 3 000 à 1 800 employés à temps plein. Cette réduction de 40% a frappé les départements les plus critiques. Mécaniciens, contrôle de logiciels, ingénieurs système. Les travailleurs plus âgés sont restés. Les plus jeunes ne sont pas venus. Les connaissances n'étaient pas transmises. Les personnes qui restaient étaient surchargées de travail et épuisées. En 2002, le Congrès a averti la NASA à haute voix. Le Comité consultatif sur la sécurité aérospatiale a déclaré que la navette était en danger. Le Dr Richard Blumberg a déclaré aux législateurs « Je n'ai jamais été aussi inquiet ». Le sénateur Bill Nelson, un ancien astronaute, a dit la même chose, mais au lieu d'augmenter le budget, le Congrès l'a réduit de 10,3% supplémentaire en juillet 2002. La Maison-Blanche n'a proposé qu'une augmentation de 3%, ce qui est loin d'être suffisant pour corriger ce qui devait l'être. Rick Husband avait 45 ans. Il était originaire du Texas et avait déjà volé plus de 3800 heures. Il était déjà allé dans l'espace en 1999 pour aider à l'amarrage à la station spatiale. En 2003, il a été choisi pour diriger l'une des missions scientifiques les plus détaillées de la NASA jamais réalisées. Il a fallu 13 reports avant que Columbia ne soit finalement lancé le 16 janvier 2003 à 10h39 du matin. Pendant les 16 jours suivants, Rick a maintenu la navette en mouvement selon des schémas exacts. Il devait la faire pivoter lentement toutes les quelques heures afin que l'équipe puisse mesurer l'ozone, suivre les tempêtes de poussière et effectuer des tests qui ne pouvaient pas être réalisés si la navette utilisait ne serait-ce qu'un seul propulseur. Il a formé l'équipage à travailler comme une seule unité. Avant la mission, il les a emmenés dans le désert du Wyoming pour un voyage de survie difficile afin de les aider à se rapprocher.
Sa fille a dit que l'équipe est devenue une belle tapisserie de personnes différentes travaillant ensemble. William McCall avait 41 ans et c'était sa toute première fois dans l'espace. Il avait été pilote de la marine et pilote d'essai. Il pilotait la navette et aidait à surveiller tous les systèmes, tandis que l'équipe se divisait en 2 groupes pour effectuer des expériences jour et nuit. Il volait à 173 miles au-dessus de la Terre, incliné à 39 degrés. Le 29 janvier, McCool a renvoyé un message sur Terre. Il a dit qu'il pouvait savoir attendre la planète sans frontières et espérait que les gens sur Terre pourraient imaginer la paix de la même manière. Il a participé à certains des tests les plus difficiles, dont un où ils ont créé les plus petites flammes jamais enregistrées. Ces flammes ne faisaient qu'un demi-watt, à peine présentes, mais toujours réelles. Kalpana Chawla était la première femme indo-américaine dans l'espace. Elle travaillait dans la partie de la navette appelée SpaceX. Elle s'est concentrée sur la façon dont les cellules cancéreuses se développent en apesanteur. Une expérience a révélé quelque chose de choquant. Les cellules cancéreuses de la prostate qui avaient une testicomène si petite ont atteint la taille d'une balle de golf en seulement 3 jours. À la fin de la mission, elles avaient la taille d'un petit point. Elle a également travaillé sur la sécurité incendie, le mélange des métaux et même une fourmilière, observant comment les insectes changent dans l'espace. Ces expériences sur les cristaux ont montré comment les matériaux se développent différemment sans que la gravité n'agisse sur eux. Son travail est devenu une partie de son héritage lorsque Columbia s'est désintégré lors de la rentrée atmosphérique. Elon Ramon avait 48 ans et était le premier astronaute d'Israël. Il n'avait jamais mangé caché auparavant, mais a demandé à la NASA des repas cachés spéciaux sur ce vol. Ils les ont obtenus d'une entreprise de l'Illinois qui sert également les troupes juives. Il a apporté avec lui un dessin fait par un garçon nommé Peter Ginz, qui est mort à Auschwitz, et un minuscule rouleau de Torah qui avait survécu au camp. Ramon a respecté le sabbat à l'heure de la Floride, même s'il voyait un lever de soleil toutes les 90 minutes dans l'espace. Son expérience sur les tempêtes de poussière, appelée MEDEX, observait comment le sable du Sahara affecte la météo du monde. Il a également travaillé sur les mêmes petites expériences de flammes, aidant à créer 55 boules de flammes en 39 tests. Ceux-ci ont prouvé certaines théories qui attendaient depuis 15 ans d'être testées. Laurel Clark avait 41 ans. Elle était médecin de la marine et étudiait ce qui arrive aux corps humains dans l'espace. Ces expériences ont montré que les astronautes perdent 1 à 2 % d'os dans leurs jambes chaque mois. C'est 250 mg de calcium par jour, beaucoup plus vite que ce que la Terre peut remplacer. Elle a constaté que dans l'espace, les hommes et les femmes perdent de l'os au même rythme. Elle a également cultivé des tissus cancéreux qui ont formé des formes que les médecins n'avaient jamais vues auparavant, les aidant à comprendre comment le cancer se propage aux os. D'autres tests qu'elle a aidé à mener ont montré comment les bactéries réagissent aux antibiotiques dans l'espace et comment les muscles guérissent. Ils ont constaté que les muscles se rétablissent en 2 semaines, mais que les os peuvent en prendre 18 mois pour se reconstituer complètement. C'était essentiel pour les futurs voyages sur Mars, qui dureraient 30 mois. Le matin du 16 janvier, la navette a finalement décollé. Seulement 81,7 secondes plus tard, quelque chose de terrible s'est produit. Un morceau de mousse du réservoir de carburant s'est détaché. Il avait à peu près la taille d'une mallette. Les caméras l'ont vu frapper l'aile gauche et se briser en poussière. La navette allait à mat. À ce moment-là, la mousse a frappé l'endroit exact où des panneaux de carbone spéciaux de protection thermique étaient placés pour protéger contre des températures allant jusqu'à 3000 degrés C. La NASA a visionné la vidéo et l'a examinée, mais elle ne pensait pas que c'était grave. La mousse pesait 167 livres et mesurait jusqu'à 27 pouces de long. Elle a frappé l'aile à plus de 500 mètres. Des tests ont montré plus tard que le même type de mousse pouvait percer un trou de 16 pouces de large par 16 pouces de large.
Ce trou signifiait que l'aile de Columbia n'était plus protégée contre la chaleur de la rentrée atmosphérique, mais personne n'a agi. Les ingénieurs ont demandé des photos satellites. Les gestionnaires ont dit non. Columbia n'avait pas de bras robotisés pour se vérifier elle-même et ils n'avaient pas prévu de sortie spatiale d'urgence. Tout le monde supposait que les impacts de mousse étaient normaux. Il s'était produit 109 fois auparavant. Mais aucun d'eux n'avait jamais causé ce genre de trou. L'équipage n'en avait aucune idée. Ils ont continué à travailler tous les jours. Ils n'ont jamais su l'impact de la mousse. De retour sur Terre, les gestionnaires en ont parlé et se sont envoyés des courriels à ce sujet, mais ils ne l'ont pas dit à l'équipage. Un message interne disait même qu'ils ne devraient peut-être pas du tout le dire aux astronautes. Le jour de la rentrée atmosphérique, l'équipage a remarqué une lueur rose à travers les fenêtres. C'était l'air qui se réchauffait à l'extérieur, mais personne ne s'est rendu compte que des gaz chauds se faufilaient déjà à l'intérieur de l'aile brisée, faisant fondre des pièces et coupant des fils. À 8h58, le premier voyant d'avertissement s'est allumé. Il était déjà trop tard. Même avec les dommages, la mission a été un grand succès. Elle a duré 15 jours, 22 heures, 20 minutes et 32 secondes. Ils ont terminé plus de 80 expériences, y compris des études sur le mouvement des fluides, les cristaux, le feu et les tissus vivants. MEDEX de Ramon a trouvé des données importantes sur la poussière du désert et a même vu 14 éclairs rares appelés sprites au-dessus des tempêtes. Ils ont renvoyé 7,5 heures de données MEDEX sur Terre pendant le vol. Ces données ont été sauvegardées. La NASA connaissait les problèmes de mousse depuis des années. La mousse a frappé la navette sur 82% des vols, avec de bonnes images, et 30% des vols avaient une vidéo si mauvaise que les ingénieurs ne pouvaient même pas vérifier les dommages. Il y avait eu 7 problèmes de mousse connus dans une petite zone du réservoir avant Columbia, mais chaque fois, la NASA prenait simplement note et passait à autre chose. Ils appelaient cela en famille, ce qui signifie quelque chose qu'ils avaient déjà vu. Ils l'ont donc traité comme normal. Le 27 janvier, Boeing a fait un diaporama à la NASA sur les dommages causés par la mousse. La diapositive de titre disait que tout allait bien. Mais au fond des puces, il était dit que la mousse était 640 fois plus grosse que tout ce qu'ils avaient testé. L'avertissement le plus important était enfoui dans un petit texte où personne ne se concentrait. Un expert de Yale a dit plus tard que la mise en page de la diapositive avait aidé à cacher le danger. Rodney Rocha, un ingénieur de la NASA, savait qu'ils avaient besoin de meilleures images. Le 22 janvier, il a envoyé un courriel aux gestionnaires leur demandant s'ils pouvaient supplier l'armée de les aider. Le lendemain, il a mis en garde contre de graves dangers. Sa demande a été annulée en seulement 90 minutes. Il était choqué. Il a même écrit un avertissement plus long à 12 fonctionnaires, mais ne l'a jamais envoyé en raison de la pression d'en haut. La NASA s'était habituée aux impacts de mousse depuis le premier vol de la navette en 1981. Avec le temps, ils ont commencé à les considérer comme pas grand-chose. Ils ont changé les étiquettes de problèmes d'entretien. Après la perte de Columbia, le chef de programme a continué à dire qu'il ne pensait pas que la mousse était la raison. Cet impact de mousse de rampe de bipied s'était déjà produit auparavant, mais ils ont tous été traités comme rien. Pendant que les gens au sol se disputaient, les astronautes continuaient à travailler. David Brown a filmé des vidéos de la Terre. L'équipe a réalisé d'autres expériences. L'équipe d'évaluation des débris est passée à 30 personnes, soit plus que l'équipe de décision Challenger en 1986. Certains, à la NASA, ont envisagé 2 options. Colmater l'aile avec du métal et des sacs d'eau gelés, ou envoyer Atlantis les secourir d'ici le 10 février. Pour un sauvetage, Atlantis volerait avec 4 personnes et rencontrerait Columbia avant le 15 février. Date à laquelle ces filtres à air cesseraient de fonctionner. Mais aucun des 2 plans n'a jamais été mis en œuvre. Tout a commencé à 8h44 du matin. Le 1er février 2003, la navette spatiale Columbia se trouvait à 400 000 pieds
au-dessus de l'océan Pacifique, voyageant à plus de 17 000 mph, soit environ 25 fois la vitesse du son. C'est alors qu'elle a heurté la partie supérieure de l'atmosphère terrestre. De l'extérieur, tout semblait normal. Mais à l'intérieur de la navette, de petits capteurs dans l'aile gauche avaient déjà commencé à montrer quelque chose d'étrange. Ils captaient plus de contraintes que d'habitude, mais personne au sol ou dans le cockpit n'a vu ces avertissements à temps. 4 minutes plus tard, à 8h48, ces chiffres dans l'aile gauche sont devenus pires que tout ce qui avait été enregistré lors des missions précédentes. Le système de vol de la navette a également remarqué la différence. Il a commencé à faire de minuscules corrections automatiques pour rester stable. Juste avant 8h53, quelque chose a été vu tomber de la navette depuis le ciel au-dessus de la Californie. C'était le premier signe clair que quelque chose n'allait pas. Ce que personne ne savait encore, c'est que les boucliers thermiques avaient déjà été endommagés. À 8h68, Columbia avait atteint le ciel au-dessus du Texas. La première tuile thermique était tombée près d'une ville appelée Littlefield. Juste une minute plus tard, à 8h59, la situation est devenue mortelle. Du gaz surchauffé, plus chaud que 2400 degrés F, est entré dans un petit trou dans l'aile gauche. L'aluminium à l'intérieur de l'aile n'a pas pu survivre à ce genre de chaleur. Il a commencé à fondre et à se plier. Les supports métalliques se sont brisés. Les fils ont été coupés. Le liquide hydraulique a bouilli. L'aile s'est tordue loin du corps. La navette a perdu le contrôle. À 9 heures. Toute la structure s'est désintégrée en plein vol. Les gens au sol ont vu des traînées brillantes traverser le ciel. Certains ont pensé que c'étaient des feux d'artifice. D'autres ont entendu des détonations fortes au point d'ébranler les murs et de faire vibrer les fenêtres. Les premiers morceaux de débris sont tombés près de Leach, au Texas. Certains ont vu des éclairs au-dessus de Dallas. Les morceaux se sont détachés dans différentes directions, créant des traînées qui s'étendaient sur 2000 miles carrés de l'ouest du Texas jusqu'en Louisiane. Même des agents du FBI qui n'étaient pas en service l'ont remarqué. L'un d'eux, Brent Chambers, s'apprêtait à tondre sa pelouse près de Dallas lorsqu'il a entendu la détonation à 8 heures, heure centrale. Ce son s'est propagé jusqu'à l'est du Texas, l'Arkansas et la Louisiane. Il y avait plus de 2000 morceaux éparpillés dans ces États, certains aussi éloignés que Littlefield et Fort Pope. Lorsqu'ils ont commencé à ramasser l'épave, ils ont trouvé près de 45 000 tonnes de pièces, soit seulement 40% de la masse totale de Columbia. À l'intérieur du cockpit, l'équipage était toujours vivant, du moins pendant quelques instants. Les derniers mots du commandant Rick Husband ont été entendus à 9h18 du matin. Il a dit « Roger ». Et puis, plus rien. Ce dernier message est arrivé alors que l'ordinateur avertissait de lectures étranges de la pression des pneus. Après cela, la radio s'est tue. Mais pendant 32 secondes supplémentaires, des données ont continué à être envoyées. Elles ont montré que de nombreux systèmes de la navette fonctionnaient toujours. Même si le reste de la navette s'effondrait, la cabine de l'équipage est restée assemblée un peu plus longtemps que le reste de la navette. Cela a donné aux astronautes quelques secondes, environ 40, pour comprendre ce qui se passait. À 207 000 pieds au-dessus du sol, la cabine a soudainement perdu toute pression. Ce moment s'est produit exactement à 13h59 GMT. La chute de pression a été si rapide qu'aucun corps humain n'a pu réagir à temps. Certains n'avaient pas de casque, d'autres avaient la visière ouverte. 3 ne portaient même pas de gants. Sans une protection complète de leur combinaison, ils n'ont pas pu survivre au vide soudain. Ils ont perdu conscience avant de pouvoir réparer quoi que ce soit. L'air à l'intérieur de leurs poumons a commencé à bouillir. Leur sang a formé des bulles. Cet effet, appelé ébolisme, est ce qui se produit lorsque les fluides du corps sont exposés à une pression quasi nulle. C'est arrivé aux 7 membres d'équipage. Puis vint le coup de grâce.
Lorsque l'avant de la navette s'est détaché et a commencé à tourner, les astronautes ont été violemment projetés. Les ceintures de sécurité ne se sont pas verrouillées. Les sangles supérieures se sont cassées. Certains des casques n'étaient pas spécialement fixés. Les astronautes ont été violemment frappés à l'intérieur de la cabine. La force a atteint 18 fois. Gravité normale. Ce n'était pas possible de survivre. Plus tard, la NASA a trouvé des images de l'intérieur de la navette. Elles avaient été enregistrées jusqu'à 13h48 GMT, soit seulement 4 minutes avant que les choses ne commencent à mal tourner. Dans cette vidéo, l'équipage était calme, parlait, vérifiait les commandes, regardait par les fenêtres. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Après l'accident, les efforts de récupération de la NASA sont devenus la plus grande mission de recherche de l'histoire des États-Unis. Plus de 25 000 personnes de 270 organisations ont fouillé plus de 2 millions d'acres. Les pièces qu'ils ont récupérées ont permis d'expliquer ce qui s'était mal passé. Un morceau de l'aile gauche avec des signes d'impact leur a donné un indice que quelque chose avait frappé la navette au lancement. C'était la clé, la mousse. Un morceau d'isolant s'était détaché du réservoir de carburant juste 41 secondes après le lancement. Il a percuté l'aile gauche à 500 m/h. Cela a créé le trou qui a laissé entrer le plasma. Mais la NASA n'a pas réagi. Ils ont vu l'impact de la mousse, mais ont pensé qu'il était inoffensif. Ils n'ont pas utilisé de satellite pour avoir une meilleure vue. Ils n'ont pas fait de sortie spatiale pour inspecter l'aile. Ils ne l'ont pas dit à l'équipage. Et voici où ça empire. La NASA aurait pu lancer Atlantis. S'ils avaient commencé le jour de vol 4, Atlantis aurait pu être lancé le 10 février avec un équipage de 4 personnes. Ils auraient eu 5 jours pour y arriver. Columbia aurait pu rester en orbite jusqu'au 15 février si tout était rationné. Oxygène, nourriture, eau, filtres à dioxyde de carbone. Cela aurait été la mission la plus difficile de l'histoire spatiale, mais c'était possible. Il y avait même une idée de réparation approximative. Ils auraient pu utiliser des pièces métalliques de l'intérieur de Columbia et sceller le trou avec des sacs de glace congelés dans l'espace. C'était à haut risque et peut-être que cela n'aurait pas fonctionné, mais c'était quelque chose. Pourtant, la NASA n'a pas essayé, non pas parce qu'elle ne pouvait pas, mais parce qu'elle ne croyait pas que c'était nécessaire. Certains responsables ont même parlé de savoir s'il était préférable de ne pas le dire à l'équipage. Certains pensaient qu'il serait cruel de leur faire se savoir qu'ils pourraient mourir. Ils ont débattu de la question de savoir s'il fallait les laisser profiter de leur mission sans crainte. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas fait assez de pression pour confirmer qu'il y avait même un problème. Les ingénieurs ont soulevé des préoccupations, mais elles ont été ignorées. La direction ne voulait pas de retard. Ce silence a coûté 7 vies. Le rapport final est sorti le 26 août 2003. Il comportait 29 recommandations. Il disait que la NASA s'était habituée aux impacts de mousse. Il les voyait comme normaux. C'était la vraie cause. Pas seulement la mousse, mais la culture. Cela a forcé des changements. La NASA a cloué au sol la flotte jusqu'en 2005. Ils ont reconstruit leur système d'inspection. Ils ont reconçu les réservoirs externes. Mais la vérité, c'est que les mêmes problèmes existent encore dans certaines parties du monde spatial aujourd'hui. Même en 2025, les tests de SpaceX avec Starship se brisaient et envoyaient des débris au-dessus des Caraïbes. De nouvelles entreprises se sont précipitées pour effectuer des tests, tandis que les vieilles leçons s'estompaient. Certains des anciens astronautes de la NASA ont averti que la culture de la sécurité qu'ils ont essayé de corriger après Columbia pourrait à nouveau se relâcher. Mais les noms de l'équipage de Columbia perdurent. La NASA a nommé 7 astéroïdes en leur honneur. Ils ont nommé des collines sur Mars en leur honneur. Ils ont mis un mémorial sur la Lune et ont construit un centre d'apprentissage en Californie. La vidéo de leurs dernières heures existe toujours. Leurs combinaisons ont disparu. Leur navette a disparu. Mais leurs noms restent Rick, William, Michael, Kalpana, David, Laurel, Helen. Ils n'ont pas survécu, mais ils ont changé l'espace pour toujours.